Mes parents m'ont poursuivi en justice pour m'expulser, afin que ma sœur puisse avoir sa première maison. Au tribunal, ma fille de 7 ans a demandé au juge « Je peux vous montrer quelque chose que papa ne sait pas ?» Le juge a hoché la tête. Elle a levé sa tablette, et a appuyé sur Replay. Tout a commencé quand l'enveloppe est arrivée, un mardi matin, pendant qu'Emma mangeait ses céréales à la table de la cuisine. Elle m'a regardé l'ouvrir, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche, du lait chocolaté retombant dans le bol. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange de recevoir un courrier recommandé, à 7 heures du matin. L'adresse de l'expéditeur indiquait « Morrison et Fischer, avocats à la cour ». Mes mains tremblaient en lisant la première ligne. Avis de procédure d'expulsion. Cela faisait 9 ans que je vivais dans la maison de Maple Street. 9 ans de paiement d'hypothèque, d'impôts fonciers, et de primes d'assurance. 9 ans à remplacer le chauffe-eau, à réparer la clôture après la tempête, à repeindre les volets tous les 3 étés. La maison était à mon nom. L'acte de propriété se trouvait dans mon classeur, à l'étage, à côté de l'acte de naissance d'Emma et de mes papiers de divorce. Mais, selon l'action en justice, mes parents prétendaient m'avoir donné l'apport initial comme un prêt, et non comme un cadeau. Ils voulaient que la maison soit transférée à ma jeune sœur, Madison, qui, apparemment, avait toujours rêvé de posséder cette propriété spécifique. La même Madison qui l'avait qualifiée de bicoque pour débutant quand je l'avais achetée. La même Madison qui était partie en Californie pour une carrière d'actrice, et qui était revenue 2 ans plus tard, avec rien d'autre que des dettes de carte de crédit, et un sentiment que tout lui était dû. J'ai lu le document 3 fois. Chaque lecture avait moins de sens que la précédente. Maman ? Emma a posé sa cuillère. Pourquoi tu pleures ? Je ne pleure pas, ma chérie. Je me suis rapidement essuyé le visage. J'ai juste quelque chose dans l'œil. Elle a penché la tête, sa queue de cheval brune basculant sur le côté. À 7 ans, elle était déjà trop perspicace pour mon confort. Tu dis toujours ça quand tu es triste à cause de papa. Mon ex-mari, Derek, était parti quand Emma avait 3 ans. Il avait décidé que la vie de banlieue ne lui permettait pas de réaliser son plein potentiel, quoi que cela puisse signifier. Aux dernières nouvelles, il vivait à Phoenix avec une femme nommée Amber, qui vendait des huiles essentielles, et publiait des affirmations quotidiennes sur les réseaux sociaux. Il envoyait des chèques de pension alimentaire qui couvraient à peine la garderie d'Emma, et il appelait parfois pour son anniversaire. La maison avait été mon refuge après le divorce. Mes parents m'avaient donné 50 000 € pour l'apport. Papa m'avait tendu le chèque au dîner de Noël, en disant que c'était leur façon de m'aider à prendre un nouveau départ. Maman m'avait serré dans ses bras, me disant que chaque femme méritait un endroit sûr pour élever sa fille. Il n'y avait eu aucune mention de prêt, aucun papier, aucune condition de remboursement. J'ai appelé ma mère cet après-midi-là. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix vive et joyeuse, comme si de rien n'était. « Oh, ma chérie, tu as reçu les papiers. Bien. Tout sera beaucoup plus simple si tu coopères. » Coopérer ? J'ai serré le téléphone plus fort. « Maman, c'est ma maison. Vous m'avez donné cet argent. Nous t'avons prêté cet argent, ma puce. Tu as du mal comprendre. » Son ton est resté agréable, comme si elle expliquait quelque chose de simple à un enfant. Madison a vraiment besoin de cette opportunité. Elle est en difficulté. Et tu sais qu'elle a toujours adoré cette maison. Toi, tu peux trouver un autre endroit. Tu es débrouillarde. Je paie l'hypothèque depuis 9 ans. Eh bien, tu as bien pu y vivre, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose. Madison, elle, n'a rien. Madison n'avait rien, parce qu'elle dépensait l'argent comme s'il en pleuvait. Elle avait dilapidé 2 héritages de nos grands-parents, plafonné 4 cartes de crédit, et demandé à mes parents des prêts qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rembourser, au moins une 12aine de fois. Mais elle était la Benjamin de la famille, la jolie, celle qui n'avait jamais vraiment eu à faire face aux conséquences. J'ai raccroché, avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Mon avocate, Patricia Chen, était une femme d'une 50aine d'années, au regard vif, qui s'était occupée de mon divorce. Elle a lu les papiers d'expulsion avec une incrédulité croissante. « C'est insensé », a-t-elle finalement dit. Ils prétendent que l'apport était un prêt, mais il n'y a aucune reconnaissance de dette, aucun accord de prêt, aucune documentation. La maison est entièrement à votre nom.
Ils n'ont aucun fondement juridique. Peuvent-ils vraiment faire ça? Ils peuvent déposer la plainte qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire qu'ils gagneront. Elle a tapoté les papiers avec un ongle manucuré. Mais se battre coûtera de l'argent. Les frais de justice, mes honoraires, les jours de congé à prendre pour les audiences. Ils le savent. Ils espèrent probablement que vous céderez, plutôt que de faire face au stress et aux dépenses. Le stress était déjà écrasant. Je travaillais comme spécialiste de la facturation médicale à l'hôpital du comté. Un emploi avec des avantages corrects, mais aucune marge de manœuvre pour les congés. Les parents célibataires n'ont pas de jours de maladie pour les crises existentielles. Emma avait besoin de stabilité, d'une routine, d'un foyer qui lui paraissait sûr. L'idée de la déraciner, de trouver un nouvel endroit, et de lui expliquer pourquoi ses grands-parents voulaient prendre notre maison, me serrait la poitrine. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai rassemblé des preuves. Des relevés bancaires montrant mes paiements d'hypothèque, les registres de l'impôt foncier, les reçus de chaque réparation et amélioration, et des photos du dîner de Noël, où il m'avait donné le chèque. On y voyait le bras de ma mère autour de mes épaules, toutes deux souriantes. Madison a appelé une fois, sa voix mielleuse. Kendall, il ne faut pas que ce soit bizarre entre nous. J'ai juste vraiment besoin d'un endroit. Et maman et papa ont dit que je pouvais avoir la maison. Tu pourras venir nous rendre visite, quand tu voudras. Rendre visite dans ma propre maison. Rendre visite à l'endroit où j'avais bercé Emma, qui souffrait de coliques, où nous avions planté des tomates dans le jardin, où j'avais enfin eu l'impression que quelque chose dans ma vie avait un sens. Madison, comment peux-tu trouver ça normal? C'est ici que je vis, que ta nièce vit. Tu fais un drame pour rien. Ce n'est qu'une maison. Tu trouveras un autre endroit. J'ai raccroché au nez, elle aussi. Apparemment, ça devenait ma marque de fabrique. Emma sentait que quelque chose n'allait pas, cependant. J'essayais de la protéger des détails. Elle a commencé à faire des cauchemars, grimpant dans mon lit à 2 heures du matin, en chuchotant qu'elle avait rêvé que nous vivions dans la voiture. Je la serrais dans mes bras, je lui caressais les cheveux, et je lui promettais que ça n'arriverait jamais. Mais en privé, j'étais terrifié. Patricia était confiante, mais les tribunaux pouvaient être imprévisibles. Même si je gagnais, les frais de justice videraient mes économies. Mes parents avaient de l'argent pour les avocats, et ils ne reculaient pas. L'audience préliminaire était prévue pour début octobre. Le juge Howard Brennan présidait le tribunal des affaires familiales et, selon Patricia, il était juste, mais sans fioriture. Il ne tolérait ni les jeux, ni la manipulation émotionnelle. Je me suis habillé avec ma tenue la plus professionnelle, un blazer marine, un pantalon gris, et un minimum de bijoux. Emma est restée chez mon amie Rachel, pour la journée. Je lui ai dit que j'avais une réunion importante. Rien d'inquiétant. Le palais de justice sentait le produit à polir et le vieux papier. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience, avec Madison entre eux. Maman portait des perles et un cardigan pastel. Papa avait l'air distingué dans son costume, l'image parfaite du comptable à succès. Madison examinait ses ongles, l'air de s'ennuyer. Ils ne m'ont pas regardé. Morrison, leur avocat, était un homme mielleux, dans un costume coûteux, qui parlait avec des cadences étudiées. Il a soutenu que l'apport avait été un prêt, et que j'avais toujours compris que je devrais, un jour, le rembourser ou transférer la propriété. Il a présenté un document, un protocole d'accord, soi-disant signé par moi, il y a 9 ans. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Patricia a immédiatement objecté. Votre honneur, c'est la première fois qu'un tel document est présenté. Il n'y a eu aucune communication de pièces, aucune possibilité d'en vérifier l'authenticité. La signature ne correspond pas aux échantillons de la signature de ma cliente, à cette époque, et, comme par hasard, il n'y a aucun témoin de son exécution. Le juge Brennan a examiné le document, à travers ses lunettes de lecture. Monsieur Morrison, quand ce protocole a-t-il été prétendument signé? En décembre 2016, votre honneur. Au moment où l'apport a été transféré. Il n'apparaît que maintenant, a dit Morrison, suavement. Les plaignants ne se sont pas rendus compte qu'il serait nécessaire, jusqu'à ce que leur fille refuse d'honorer l'accord familial. L'audience a duré 2 heures. L'avocat de mes parents m'a dépeinte comme une ingrate, quelqu'un qui avait profité de la générosité familiale, et qui refusait maintenant d'aider sa sœur en difficulté.
Patricia a contre-attaqué avec des faits, les paiements d'hypothèque, les registres fiscaux, mon titre de propriété clair. Le juge Brennan a écouté, sans grande expression. Finalement, il a annoncé qu'il examinerait les preuves, et rendrait une décision dans les 30 jours. Nous reviendrions pour une audience complète, si nécessaire. J'ai quitté le palais de justice, vidé. Patricia m'a serré l'épaule. Nous avons un bon dossier. Ce faux document nous aide, en fait. Ça montre leur désespoir. Mais 30 jours, c'était comme une éternité. Emma posait des questions auxquelles je ne pouvais pas tout à fait répondre. Est-ce que grand-mère et grand-père sont fâchés contre nous? C'est compliqué, ma chérie. Mais pourquoi voudraient-ils prendre notre maison? Je n'avais pas de bonne réponse. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que, parfois, les gens que l'on aime sont capables de cruauté? Que famille ne signifie pas toujours protection. Elle a commencé à passer plus de temps sur sa tablette, à jouer à des jeux et à regarder des vidéos. Je me sentais coupable, à cause de ce temps d'écran supplémentaire, mais je tenais à peine le coup moi-même. Le travail, les préparatifs juridiques, l'éducation des enfants. Tout se fondait en journées épuisantes, et en nuits blanches. Puis, Derek a appelé. Il n'appelait presque jamais, en dehors de l'anniversaire d'Emma, alors je savais que quelque chose se passait. J'ai entendu parler du procès, a-t-il dit, sans préambule. Ta mère m'a contacté. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a demandé si je témoignerais que tu es une mère instable. Que Emma serait mieux si tu n'avais pas la maison, si tu déménageais dans un endroit moins cher. Mon sang s'est glacé. Et je lui ai dit d'aller se faire voir, Kendall. Je ne suis pas un père génial, je le sais. Mais je ne te ferai pas ça. Il a marqué une pause. Ce qu'ils font, c'est dégueulasse. C'était peut-être la chose la plus décente que Derek m'ait dite, en 5 ans. Nous avons raccroché, et j'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes, avant de rentrer affronter les questions de ma fille sur le dîner. Les semaines se sont écoulées, lentement. Mes parents n'ont pas appelé. Madison a posté des photos Instagram, depuis un complexe hôtelier à Palm Springs, apparemment peu dérangé par l'action en justice qu'elle avait déclenchée. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux. Le travail est devenu insupportable. Ma superviseure, Karen, m'a convoqué dans son bureau, après que j'ai été dans la lune pendant une réunion d'équipe, pour la 3e fois cette semaine-là. Kendall, j'ai besoin que vous soyez présente. Je sais que vous traversez quelque chose, mais les patients dépendent d'une facturation précise. Une erreur de plus, et je devrais vous mettre un avertissement. Je me suis excusé, j'ai promis de faire mieux, et j'ai passé ma pause déjeuner à pleurer dans ma voiture. La pression était écrasante. Chaque matin, je me réveillais en me demandant si ce serait le jour où je perdrais tout. L'hypothèque devait toujours être payée. Emma avait toujours besoin de courses, de fournitures scolaires, de nouvelles chaussures, parce qu'elle avait grandi. La vie ne s'arrête pas pour les cauchemars juridiques. Mon amie Rachel a essayé d'aider. Elle a apporté des gratins que j'ai à peine touchés, et a proposé de prendre Emma les week-ends, pour me donner un peu de répit. Mais Emma ne voulait pas partir. Elle était devenue collante, me suivant de pièce en pièce, me demandant si nous allions bien, environ 14 fois par jour. Tout va bien, ma chérie, lui disais-je, en mentant effrontément. Les cauchemars ont empiré. Emma se réveillait en hurlant, rêvant que des inconnus emportaient nos meubles dans la rue. Je la serrais dans mes bras jusqu'à ce qu'elle se rendorme, puis je restais éveillé moi-même, fixant le plafond, faisant des calculs mentaux. Si je perdais, où irions-nous? Les appartements dans les bons districts scolaires étaient chers. J'aurais besoin du premier mois, du dernier mois, d'une caution, des frais de déménagement, de jours de congé. Patricia appelait avec des nouvelles, à la fois encourageantes et terrifiantes. Elle avait trouvé 3 témoins, prêts à attester que mes parents avaient parlé de l'apport comme d'un cadeau, à l'époque. Des voisins, qui m'avaient aidé à déménager, et qui se souvenaient de ma mère, disant à quel point elle était fière de m'aider à prendre un nouveau départ, sans condition. Mais Morrison jouait sale, lui aussi. Il essayait d'obtenir une assignation pour mes relevés bancaires, remontant sur une décennie, cherchant n'importe quoi pour me dépeindre comme financièrement irresponsable. Ils sont aux abois, a dit Patricia. Mais c'est épuisant. Ils le savent. Ils essaient de vous avoir à l'usure.
Ça fonctionnait. J'avais perdu 5 kilos. Mes cheveux commençaient à tomber par touffes, sous la douche. Emma m'a trouvé en larmes, devant le lavabo de la salle de bain, un soir, et a enroulé ses petits bras autour de ma taille. C'est bon, maman. On sait l'une l'autre. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Elle avait 7 ans, et elle réconfortait sa mère, parce que ses propres grands-parents essayaient de nous détruire. Quel genre de personne fait ça? Quel genre de famille fonctionne comme ça? J'ai appelé ma tante Linda, la sœur de ma mère, désespérée de trouver quelqu'un qui pourrait intervenir. Elle a écouté toute l'histoire, a fait des bruits de sympathie, puis a soupiré. Ma chérie, tu sais comment est ta mère. Madison a toujours été sa préférée. Quand Madison veut quelque chose, ta mère remue ciel et terre. J'aime ma sœur, mais elle a un angle mort de la taille du Texas, quand il s'agit de cette fille. Peux-tu lui parler? Lui faire voir à quel point c'est mal? J'ai essayé. Elle ne veut rien entendre. Elle dit que tu es têtu et égoïste. Je suis désolé, Kendall. J'aimerais pouvoir faire plus. Après avoir raccroché, j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment seul. Derek était inutile, au-delà des chèques de pension alimentaire. Mes parents étaient devenus des ennemis. Ma sœur était une narcissique, qui me voyait comme un obstacle. La famille élargie ne voulait pas s'impliquer. C'était juste moi, me battant pour notre survie. Le stress financier s'est multiplié, quand ma voiture a commencé à faire un bruit de grincement. Le mécanicien a estimé les réparations à 800 €. Je n'avais pas 800 €. Le fonds juridique que Patricia m'avait aidé à créer, sur un site de financement participatif, avait recueilli 3000 €, de la part d'amis et de collègues, ce qui a aidé, mais ce n'était pas assez. J'ai commencé à vendre des choses sur Facebook Marketplace. Les chaises de la salle à manger que Derek et moi avions achetées, quand nous faisions encore semblant que notre mariage fonctionnait. Le tapis de course que j'avais utilisé 2 fois. Les vieux jouets d'Emma, dont elle ne voulait plus. Emma l'a remarqué. Pourquoi vends-tu mon château de princesse? Tu n'as pas joué avec depuis 2 ans, ma chérie. Mais si je veux jouer avec plus tard? Je me suis agenouillé, j'ai regardé dans ses yeux bruns, qui ressemblaient tant aux miens. Nous avons besoin d'argent en ce moment, pour des choses importantes. Mais je te promets que, quand tout ça sera fini, nous t'achèterons quelque chose de spécial. D'accord? Elle a hoché la tête, mais j'ai vu l'inquiétude sur son visage. Les enfants de 7 ans ne devraient pas avoir à s'inquiéter de l'argent. Ils devraient s'inquiéter des dictées, et de savoir si leur meilleur ami s'assiera avec eux, au déjeuner. 2 semaines avant la décision du juge, j'ai croisé ma mère à l'épicerie. Elle était dans le rayon des fruits et légumes, examinant des avocats, comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde. J'aurais pu partir. J'aurais dû partir. Mais quelque chose en moi a craqué. Comment arrives-tu à dormir la nuit? Ai-je demandé, en arrêtant mon chariot à côté du sien. Elle a sursauté, la main sur le cœur. Kendall, je ne t'avais pas vu. Comment peux-tu accepter ça? D'essayer de prendre ma maison. De faire subir ça à Emma. Son visage s'est durci. Nous t'avons donné cet argent. Nous avons tout à fait le droit de le réclamer. Si tu étais raisonnable, nous pourrions trouver un arrangement. Mais tu as dû faire appel à des avocats. Rendre tout compliqué. C'est vous qui m'avez poursuivi en justice, maman. C'est vous qui avez commencé, parce que vous ne vouliez pas entendre raison. Elle a baissé la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle, pour s'assurer que personne n'écoutait. Madison a besoin d'aide, Kendall. Elle est en difficulté. Toi, tu t'es toujours bien débrouillé. Bon travail, belle maison, une fille adorable. Tu ne peux pas partager un tout petit peu de ce que tu as? Partager, ai-je dit. Tu veux que je donne ma maison à Madison, pour qu'elle puisse la revendre avec un bénéfice? Ce n'est pas du partage. C'est du vol. Ne sois pas si dramatique. Tu trouveras un autre endroit. Le mépris désinvolte, pour toute ma vie, pour la stabilité d'Emma, pour tout ce que j'avais construit, m'a coupé le souffle. J'ai regardé la femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo, et qui m'avait tressé les cheveux pour les photos de classe. Qui m'avait consolé, quand mon premier petit ami m'avait brisé le cœur. Je ne la reconnaissais pas. Restez loin de nous,
ai-je dit doucement. Après la décision du juge, quoi qu'il arrive, je ne veux plus de vous dans nos vies. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne le penses pas. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Je l'ai laissé planter là, j'ai abandonné mon chariot à moitié plein, et je suis sorti du magasin. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'asseoir dans la voiture pendant 10 minutes, avant de pouvoir conduire. Quand je suis rentré, Emma était chez Rachel. Je me suis assise sur le canapé de notre salon, dans la maison que mes parents voulaient me voler, et je me suis laissé complètement effondrer. La sonnette a retenti 1 heure plus tard. J'ai failli ne pas répondre, mais elle a sonné de nouveau, avec insistance. Derek se tenait sur mon porche, tenant une boîte de pizza et un pack de 6 bières. J'ai entendu dire que tu avais eu une sale journée, a-t-il dit. Rachel m'a appelé. Je voulais lui dire de partir. Notre relation s'était terminée dans la colère et la déception. Mais j'étais si fatigué d'être forte, de tout gérer seule. Emma n'est pas là. Je sais. Ce n'est pas une visite de papa. C'est. Il s'est agité, mal à l'aise. Je ne sais pas. Une visite d'être humain. Je peux entrer? Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant la pizza directement dans la boîte, sans beaucoup parler. Finalement, Derek a dit, j'ai été un mari horrible, je le sais. Mais ce que tes parents font, Kendall. C'est diabolique. Je l'ai dit à ta mère, quand elle m'a appelé. Tu l'as fait? Ouais. Je lui ai dit qu'elle devrait avoir honte, qu'Emma méritait de meilleurs grands-parents. Il a gratté la croûte de la pizza. Je n'ai pas été un père génial, mais j'essaie de faire mieux. J'ai appelé Emma la semaine dernière, juste pour parler. Nous avons discuté en vidéo pendant 1 heure. Elle m'a montré son projet de science. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Elle ne me l'a pas dit. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Je voulais m'assurer que j'allais tenir mes promesses, avant de donner de faux espoirs à qui que ce soit. Mais je vais continuer à appeler chaque semaine, et je vais envoyer plus d'argent. Pas beaucoup, Amber et moi remboursons encore des dettes, mais plus que ce que je faisais. Ce n'était pas un grand geste. Ce n'était pas assez pour compenser des années d'absence, mais c'était quelque chose. Une petite gentillesse, dans un océan de cruauté. Merci, ai-je murmuré. Après le départ de Derek, j'ai nettoyé la boîte de pizza et les bouteilles de bière. La maison semblait différente, d'une certaine façon. Plus calme, mais pas d'une manière solitaire. D'une manière paisible. Comme si, peut-être, juste peut-être, les choses allaient s'arranger. 3 jours avant la date prévue de la décision du juge, Emma est venue me voir avec sa tablette. Elle avait été secrète à ce sujet, dernièrement, inclinant l'écran quand je passais. « Maman, je dois te montrer quelque chose. » Elle a lancé une vidéo. L'angle était bas, comme si quelqu'un avait posé la tablette sur une table, et l'avait laissé enregistrer. Le son était clair, cependant. J'ai immédiatement reconnu les voix. Ma mère, mon père et Madison, discutant dans le salon de mes parents. L'horodatage indiquait qu'elle datait de 2 mois, à peu près au moment où le procès a été intenté. Elle va céder, disait Madison. Kendall cède toujours. Elle est trop gentille. Et si elle ne le fait pas? C'était ma mère, l'air inquiet. Alors on met plus de pression, a dit mon père, la voix froide et calculatrice. Le faux protocole d'accord devrait suffire. Morrison a dit que les juges se rangeaient généralement du côté des parents, dans les conflits familiaux. Je pense toujours que nous aurions dû simplement lui demander, a dit maman, à voix basse. Lui demander, Harry Madison. Elle aurait dit non. De cette façon, nous obtenons ce que nous voulons. J'ai besoin de cette maison, maman. Je peux la revendre dans quelques années, me faire un vrai pactole. Kendall trouvera bien un appartement. Et Emma? Maman, encore, à peine audible. Les enfants s'adaptent, a dit papa. Kendall est égoïste, de s'accrocher à une propriété qui pourrait aider sa sœur à avancer dans la vie. C'est la bonne chose à faire. La vidéo a continué pendant encore 1 minute, discutant de stratégie, riant du fait que je pleurais probablement au tribunal, et spéculant sur combien de temps je me battrais avant d'abandonner. J'ai regardé l'écran, engourdi. J'ai immédiatement appelé Patricia. Elle est venue à la maison ce soir-là,
a regardé la vidéo 3 fois, et a souri d'un air sombre. Ça change tout. Ils admettent avoir falsifié le document. Ils admettent que le but est que Madison profite de la propriété, a-t-elle dit. Et ils ont essentiellement avoué un litige frauduleux. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Comment voulez-vous jouer ça? Je veux qu'ils abandonnent les poursuites, ai-je dit. Et je ne veux plus jamais qu'ils s'approchent d'Emma, ou de moi. Nous pouvons faire mieux que ça, a dit Patricia. Nous pouvons contre-attaquer, pour harcèlement, frais de justice, et détresse émotionnelle. Avec cette preuve, nous pouvons également signaler le document falsifié au barreau. Morrison pourrait perdre sa licence. Cette pensée ne m'a procuré aucun plaisir. Je voulais juste que ce soit fini. Patricia avait d'autres idées. Kendall, écoutez-moi. Ces gens ont essayé de vous détruire. Ils ont falsifié des documents juridiques. Ils ont utilisé le système judiciaire comme une arme. Si nous ne ripostons pas avec force, ils essaieront simplement autre chose, plus tard. Je suis si fatigué de me battre. Je sais. Mais vous avez une bombe nucléaire entre les mains, maintenant. Cette vidéo, c'est tout. Nous pouvons nous assurer qu'ils ne réessayeront plus jamais ça, avec personne. Elle s'est penchée en avant, son expression intense. Et vous pouvez mettre Emma à l'abri, financièrement. Les contre-poursuites pourraient rapporter beaucoup d'argent. J'y ai réfléchi. Au fond d'étude d'Emma, qui était pathétiquement petit. Aux réparations dont la maison avait besoin. Le toit montrait des signes de vieillesse. Le système de chauffage et de climatisation sifflait comme un asthmatique. À l'idée d'avoir un coussin de sécurité, un filet de protection, pour que nous ne soyons plus jamais aussi vulnérables. D'accord, ai-je dit. Faites-le. Patricia a déposé les contre-poursuites le lendemain. Fraude, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, abus de procédure. Nous n'étions plus seulement en défense. Nous passions à l'offensive. Mon père a appelé ce soir-là, la voix tendue de rage. Tu nous poursuis en justice? Tes propres parents? C'est vous qui m'avez poursuivi en premier, papa. C'est vous qui avez commencé cette guerre. Il s'agit d'argent, maintenant. Nous ne t'avons pas élevé comme ça, Kendall. L'hypocrisie était stupéfiante. Non. Il s'agit de s'assurer que vous ne fassiez plus jamais ça à personne. Il s'agit des conséquences. Les actions ont des conséquences. C'est vous qui me l'avez appris. Vous vous souvenez? Il a raccroché. 20 minutes plus tard, Madison a appelé, en hurlant. Espèce de garce vindicative. Maman fait une dépression, à cause de toi. Elle parle d'aller à l'hôpital. Alors peut-être qu'elle devrait y aller, ai-je dit froidement. Peut-être qu'un professionnel pourra lui expliquer pourquoi détruire la vie de sa fille est traumatisant pour tout le monde. Je te déteste. Le sentiment est mutuel, Madison. Ne m'appelle plus. J'ai bloqué son numéro, puis celui de mon père, puis celui de ma mère. Patricia avait dit que toute communication devait passer par elle, de toute façon. Ça m'a fait du bien de fermer ses portes. Comme amputer des membres infectés, pour sauver le corps. Emma a posé des questions sur les cris. Ma maison n'était pas si grande, et la voix de Madison avait porté. J'ai expliqué que tante Madison était contrariée, mais que tout irait bien. Est-ce que tante Madison est une mauvaise personne, a demandé Emma, le visage sérieux. Comment répondre à ça? Madison n'était pas mauvaise, juste égoïste. Elle avait été gâtée et choyée toute sa vie, au point de croire sincèrement que le monde lui devait tout ce qu'elle voulait. Elle a fait de mauvais choix, ai-je dit, avec précaution. Parfois, les gens que nous aimons nous déçoivent. Ça ne veut pas dire que nous avions tort de les aimer. Ça veut juste dire qu'ils n'étaient pas qui nous pensions. Emma a réfléchi à ça, hochant lentement la tête. Comme papa qui est parti, mais qui essaie d'être meilleur maintenant. Un peu comme ça, oui. Tu penses que tante Madison essaiera d'être meilleure? J'en doutais, mais j'ai dit, je l'espère, ma chérie. Tout le monde mérite une chance de grandir. Les jours précédant l'audience ont semblé surréalistes. J'allais au travail, je rentrais, j'aidais Emma avec ses devoirs, je préparais le dîner. La vie normale, qui avançait, alors que tout était en suspens.
Rachel venait la plupart des soirs, divertissant Emma, pendant que je passais en revue les documents avec Patricia, par appel vidéo. Les preuves étaient accablantes. Au-delà de la vidéo, nous avions le faux protocole que Morrison avait stupidement soumis, mes relevés bancaires montrant des années de paiement, des témoignages, et, plus accablant encore, aucune documentation, quelle qu'elle soit, d'un accord de prêt. Patricia avait également obtenu une assignation pour les relevés bancaires de mes parents, qui montrait qu'ils avaient donné plus de 100 000 € à Madison, au cours des 5 dernières années. De vrais cadeaux, sans condition. Ils avaient financé sa carrière d'actrice ratée, ses dettes de carte de crédit, sa voiture, quand elle avait détruit l'ancienne. Mais la seule fois où ils m'avaient aidé, c'était soudainement un prêt, qui devait être remboursé. Le 2 poids, 2 mesures était exaspérant. Patricia avait une dernière carte à jouer. Elle a retrouvé l'assistante juridique de Morrison, une jeune femme nommée Sarah, qui avait quitté son cabinet 2 mois plus tôt. Sarah était prête à témoigner que Morrison savait que le protocole était un faux, qu'il lui avait fait trafiquer le document pour le faire paraître plus ancien, et qu'il lui avait dit de se taire. Elle est furieuse, m'a dit Patricia. Il l'a jetée sous un bus, quand le barreau a commencé à enquêter, en essayant de prétendre qu'elle avait fait ça sans son accord. Mais elle a gardé les emails, les reçus, tout. Sera-t-elle à l'audience? Oh oui. Elle a hâte. La nuit précédant le tribunal, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais que les choses tournaient mal. Le juge ne nous croyant pas, la vidéo jugée irrecevable pour une raison technique, mes parents réussissant, d'une manière ou d'une autre, à retourner la situation, à jouer les victimes, et à me faire passer pour la fille monstrueuse et ingrate. À 3 heures du matin, Emma est apparue dans l'embrasure de ma porte, serrant son lapin en peluche. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» a-t-elle demandé. J'ai tapoté le lit. Elle est montée, se blottissant contre moi, son petit corps chaud et solide. « Tu as peur pour demain ?» ai-je demandé. « Un peu » a-t-elle dit. Mais maître Patricia a dit que j'étais très courageuse, et le juge a l'air gentil. Il a l'air gentil, en effet. Maman, après-demain, est-ce que tout redeviendra normal? Je voulais lui promettre ça, lui garantir que la vie reviendrait à ce qu'elle était avant. Mais j'avais appris à ne pas faire de promesses que je ne pouvais pas tenir. Ce sera mieux que normal, ai-je dit à la place. Ce sera mieux, parce que nous saurons que nous nous sommes battus pour ce qui est juste, et que nous avons gagné. Tu promets qu'on ne perdra pas notre maison? Je te le promets, quoi qu'il arrive. Elle s'est endormie dans mes bras, sa respiration profonde et régulière. Je suis resté éveillé, regardant la lumière de l'aube filtrer à travers les rideaux, me préparant à ce qui allait arriver. L'audience finale a eu lieu un jeudi matin. Cette fois, j'ai amené Emma. Patricia l'avait suggéré, et le juge Brennan avait approuvé la demande. Emma portait sa robe préférée, la violette à fleurs, et transportait sa tablette dans un petit sac à dos. La salle d'audience s'est remplie des mêmes acteurs. Mes parents avaient l'air confiants. Madison était sur son téléphone. Morrison brassait des papiers, d'un air important. Le juge Brennan a ouvert l'audience. Il a commencé par déclarer qu'il avait examiné toutes les preuves, et qu'il était prêt à statuer sur l'affaire d'expulsion. Avant qu'il ne puisse continuer, Patricia s'est levée. Votre honneur, si je puis me permettre, nous avons de nouvelles preuves, pertinentes pour cette procédure. Morrison a objecté, prétextant la surprise. Le juge Brennan l'a autorisé, avec un avertissement, elle avait intérêt à être substantielle. Patricia m'a fait un signe de tête. Je me suis levé, le cœur battant à tout rompre, et j'ai aidé Emma à s'avancer. Elle paraissait minuscule, dans la grande salle d'audience, mais sa voix était stable. Excusez-moi, monsieur le juge Brennan. Il a baissé les yeux vers elle, avec bienveillance. Oui, jeune fille. Je peux vous montrer quelque chose que mon papa ne sait pas. Elle a fait une pause, puis s'est corrigée. En fait, papa le sait maintenant, parce que maman le lui a dit. Mes grands-mères, grand-père, et tante Madison ne savent pas que je l'ai. Les sourcils du juge Brennan se sont levés, avec intérêt. Que voudrais-tu me montrer? Emma a levé sa tablette. Je peux passer une vidéo? Le juge a hoché la tête. Un huissier a aidé à connecter la tablette au système d'affichage de la salle d'audience. L'écran sur le mur a clignoté, puis la vidéo a commencé.
Les voix ont rempli la pièce. Ma mère, mon père, et Madison, discutant de leur plan, avec des détails désinvoltes et cruels. L'aveu de falsification. L'intention de Madison de revendre la maison pour un profit. Le mépris froid de mon père, pour le bien-être de sa petite fille. Les rires à l'idée de me faire pleurer. J'ai regardé les visages de mes parents se vider de leur couleur. La bouche de Madison est tombée. Morrison avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. La vidéo a joué jusqu'à la fin. La salle d'audience était silencieuse. Le juge Brennan a lentement retiré ses lunettes. « Laissez-moi m'assurer que je comprends bien ce que je viens de voir », a-t-il dit. « Vous avez intenté une action en expulsion contre votre fille, sur la base d'un document falsifié, dans l'intention de transférer sa propriété à votre autre fille, à des fins financières. Vous avez discuté de cette conspiration en détail, y compris votre connaissance du fait que le document était frauduleux. » Il a regardé Morrison. « Et vous, maître, vous avez présenté à cette cour ce que vous saviez, ou auriez dû savoir, être un document falsifié. » Morrison a commencé à parler. Le juge Brennan a levé une main. « Je n'ai pas terminé. Vous avez également fait preuve d'un mépris cruel pour le bien-être de votre petite fille de 7 ans, en ignorant l'impact que cela aurait sur un enfant, qui a déjà connu l'instabilité familiale. » Il s'est tourné vers Emma. « Jeune fille, c'était très courageux de votre part d'enregistrer cette conversation, et de la présenter. Merci d'avoir aidé cette cour à trouver la vérité. » Emma a hoché la tête, solennellement. Le regard du juge Brennan est revenu sur mes parents et Madison. L'affaire d'expulsion est classée sans suite, et de manière définitive. Vous n'intenterez plus jamais une telle action contre votre fille, concernant cette propriété. Mon souffle s'est coupé. De plus, je vous ordonne de payer tous les frais de justice et les frais d'avocat de Madame Kendall Hartley. Papa a commencé à protester. L'expression du juge Brennan l'a arrêté net. En outre, vous paierez chacun 10 000 € de sanctions, pour avoir présenté cette affaire frauduleuse devant ce tribunal. Ma mère pleurait. Pas les larmes délicates qu'elle utilisait pour attirer la sympathie, mais des sanglots laids et désespérés. Madison fixait le sol. Mon père avait l'air plus vieux, soudainement diminué. Je réfère également cette affaire au barreau de l'État, pour enquête sur la conduite de Maître Morrison, a poursuivi le juge Brennan. Présenter des documents falsifiés n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Il a regardé Morrison, qui semblait avoir du mal à respirer. Vous avez de la chance que je ne vous place pas en détention pour outrage au tribunal, sur le champ. Le juge Brennan a signé plusieurs documents, les a remis à l'huissier, et a levé la séance. Patricia m'a serré la main. C'est fini. Emma m'a regardé. On peut rentrer à la maison, maintenant? Oui, ma chérie, ai-je dit. On peut rentrer à la maison. Nous sommes sortis du palais de justice, sous le soleil d'octobre. Mes parents ont essayé de s'approcher, alors que nous atteignions le parking. Patricia s'est interposée. Ma cliente n'a aucun désir de vous parler. Toute communication future passera par moi. Ma mère a tendu la main, par-dessus elle. Kendall, s'il te plaît. On peut arranger ça. On a fait une erreur. Vous avez essayé de me mettre à la rue, ai-je dit. Ma voix est sortie stable, plus forte que ce à quoi je m'attendais. Vous avez falsifié des documents. Vous avez conspiré pour voler ma maison, afin que Madison puisse gagner de l'argent. Vous avez ri à l'idée de me faire pleurer. J'ai tiré Emma plus près de moi. Et vous vous êtes fichu de ce que ça ferait à votre petite fille. Mais nous sommes une famille, a murmuré maman. Non, ai-je dit. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait. Une famille se protège. Je me suis détourné, j'ai pris la main d'Emma, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Derrière nous, j'entendais ma mère pleurer encore, mon père essayant de la calmer. Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont pris des semaines à se tasser. Morrison a été suspendu par le barreau, en attendant l'enquête. L'avocat de mes parents a envoyé un chèque pour mes frais de justice, 32 000 €. Les sanctions ont pris plus de temps, mais finalement, 3 chèques sont arrivés, chacun de 10 000 €. J'ai mis l'argent dans le fonds d'études d'Emma. Madison a envoyé un seul SMS. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Elle a déménagé au Texas avec un nouveau petit ami, un mois plus tard.
J'ai entendu dire qu'elle était barmaid, et qu'elle prétendait être une influenceuse. J'ai bloqué son numéro. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois. Des lettres, des emails, se présentant une fois à l'école d'Emma, avant que je ne les menace d'une ordonnance restrictive. Finalement, ils ont arrêté. J'ai entendu dire, par des amis communs, qu'ils disaient à tout le monde que j'avais réagi de manière excessive, que tout cela n'était qu'un malentendu. Les amis qui ont cru ça, n'étaient pas des amis qui valaient la peine d'être gardés. Derek m'a surprise, en envoyant un chèque supplémentaire pour l'anniversaire d'Emma, avec un mot. J'ai entendu dire que tu avais gagné. Fier de toi. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Emma s'est mieux adaptée que je ne l'avais prévu. Nous avons parlé de ce qui s'était passé, en des termes adaptés à son âge. Elle a compris que ses grands-parents avaient fait de mauvais choix, que parfois, les adultes font des erreurs. Elle a demandé si nous les reverrions un jour. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être quand tu seras plus grande, s'ils font de vrais efforts pour se racheter, mais pas maintenant. Elle a semblé d'accord avec ça. Les enfants sont résilients, mais pas de la manière cruelle que mon père avait voulu dire. Ils sont résilients, parce qu'ils font confiance aux adultes qui les protègent, qui les choisissent, qui font de leur bien-être une priorité. La maison semblait différente, après le procès. Plus légère, d'une certaine façon. Je l'avais toujours aimée, mais il y avait une petite partie de moi qui sentait qu'elle ne m'appartenait pas entièrement, que je devais quelque chose pour l'apport. La décision du juge avait effacé ça. C'était ma maison, gagnée par des années de paiement, de sueur, et de persévérance obstinée. Emma et moi avons peint sa chambre ensemble cet hiver-là, un lavande doux qu'elle avait choisi elle-même. Nous avons accroché des dessins qu'elle avait faits, et installé des étagères pour sa collection de livres grandissantes. Je me suis assuré qu'elle sache que c'était sa maison, que personne ne pouvait nous l'enlever. 6 mois après l'audience, le printemps est arrivé, avec les cerisiers en fleurs et un temps plus doux. Emma et moi avons planté un potager dans le jardin, quelque chose dont nous parlions depuis des années, mais pour lequel nous n'avions jamais eu le temps. La vie avait enfin trouvé un rythme confortable. L'enquête du barreau était toujours en cours. Patricia m'avait prévenu que cela pourrait prendre 1 an ou plus, mais Morrison avait été suspendu immédiatement après l'audience. C'était suffisant pour moi. Derek avait tenu sa promesse, concernant les appels hebdomadaires. Il est même venu nous rendre visite 2 fois, emmenant Emma au zoo et au musée des enfants. Il ne gagnait aucun prix de père de l'année, mais il essayait. Ça comptait pour quelque chose. Un soir de début juin, presque 8 mois après l'audience, mon téléphone a vibré. Un message de Patricia. Enquête du barreau terminée. Morrison a été radié. Rapport complet en pièces jointes. Justice est faite. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu « Merci pour tout ». Justice avait été rendue. La maison était en sécurité. Emma était en sécurité, et heureuse. J'avais perdu mes parents et ma sœur. Mais, à vrai dire, je n'étais pas sûr de les avoir jamais vraiment eus. Ce que j'avais était plus fort. Une fille, qui avait été assez courageuse pour chercher la vérité. Une maison, qui était vraiment la mienne. Et la certitude que je m'étais battu pour ce qui comptait, et que j'avais gagné. Ce soir-là, j'ai mis Emma au lit, et je lui ai embrassé le front. Elle a souri, ensommeillée, sa tablette en charge sur la table de chevet. La même tablette qui avait capturé le moment où tout avait changé. Parfois, la justice vient d'endroits inattendus. Parfois, il faut la lucidité d'un enfant, pour révéler ce que les adultes cachent. Et parfois, la famille pour laquelle on se bat est petite, juste vous et une petite fille courageuse. Mais c'est assez. C'est plus qu'assez. C'est tout.